Ces images ne semblent pas particulièrement exceptionnelles, mais elles le sont. Dans cette vidéo, on peut voir une ville japonaise qui vit à son propre rythme. Les enfants et les adultes commencent leur routine. Les vélos envahissent les rues, les usines ouvrent leurs portes. On peut imaginer que le murmure qui enveloppe cette scène est le même que celui qui enveloppe toute la ville. C'est un murmure qui ne nous permet pas d'anticiper ce qui est sur le point de se produire. Le 6 août 1945 à 8h15 du matin, les choses commenceraient de la même manière, mais finiraient mal. Très mal. Ce matin-là, un avion a traversé le ciel dégagé. C'était un B-29 Super Fortress baptisé Enola Gay. À l'intérieur, dans sa soute, il transportait une arme que le monde n'avait jamais vue, une bombe à uranium appelée Little Boy. Lorsque la bombe a été larguée, il lui a fallu 43 secondes pour tomber, et pendant ce court laps de temps, le monde a franchi une frontière invisible. La ville serait rasée, et avec sa destruction, l'homme goûterait pour la première fois à une certaine poésie, l'extinction possible. Mais ne nous précipitons pas. Aujourd'hui encore, certains soutiennent que sans le largage de la bombe sur Hiroshima, la Seconde Guerre mondiale se serait prolongée bien davantage et aurait coûté beaucoup plus de vies. Cela a-t-il du sens? Une arme de destruction massive peut-elle signifier la paix? Dans quel contexte et comment les attaques d'Hiroshima et Nagasaki ont-elles eu lieu? Quelles conséquences ces villes ont-elles dû affronter? À quel point le monde a-t-il changé après 1914? Est-il vrai que les Allemands étaient sur le point de devancer les Américains? Qu'était l'opération Epsilon? Et quelles informations surprenantes a-t-elle révélées? Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale consacrée aux bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Avant de commencer, il s'agit d'un sujet assez sensible, et vous avez sûrement votre propre opinion à ce sujet. Si cela vous intéresse que nous réalisions plus de reportages de ce genre avec des données historiques, avec des documentaires sur des événements qui ont marqué l'humanité, écrivez le mot « Histoire » en commentaire. Si nous avons plus de 500 personnes qui commentent « Histoire », nous ferons sûrement un autre reportage et vous pouvez suggérer le thème ici en dessous. Je vous invite aussi à laisser un like, à vous abonner et à rejoindre la chaîne pour avoir un accès anticipé aux vidéos 24 heures à l'avance. Enfin, je veux vous dire que si ce sujet vous intéresse, nous avons beaucoup d'autres reportages de ce style sur ma chaîne secondaire qui s'appelle LDAQ. Là-bas, il y a par exemple le jour où l'attaque de Pearl Harbor a eu lieu, lié à ce documentaire. Nous vous le mettrons à la fin pour que vous puissiez le voir. Sinon, tapez simplement LDAQ dans le moteur de recherche de YouTube et ça va apparaître, alors allez jeter un œil, vous trouverez sûrement quelque chose d'intéressant là-bas. Je ne vous retiens pas plus longtemps, commençons. Contexte. En septembre 1939, l'Allemagne avait franchi la frontière polonaise avec une brutalité éclair à laquelle le monde n'était pas préparé à faire face. La Seconde Guerre mondiale commençait officiellement, bien que ses racines plongent dans l'humiliation du traité de Versailles, dans le ressentiment économique et dans l'ambition démesurée d'un homme, Adolf Hitler. Alors que le continent se vidait de son sang, une chaîne d'alliances tissait deux blocs opposés. D'un côté, les puissances de l'Axe, composées de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. Celles-ci étaient animées par un rêve impérial qui voyait le monde comme un échiquier de conquête. De l'autre côté, les puissances alliées, parmi lesquelles se trouvaient le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique. Il s'agissait de pays qui unissaient leurs forces non par affinité, mais par nécessité, arrêter le totalitarisme. Plus tard, les États-Unis s'aligneraient avec ces derniers, et il est extrêmement important de comprendre comment et pourquoi. Pendant les premières années, la guerre en Europe s'est décidée, dans les cieux et sur les champs du continent. Alors que l'armée allemande avançait avec une précision mécanique, l'Angleterre résistait depuis les airs, affrontant les bombardements nocturnes de la Luftwaffe. Parallèlement, l'Empire japonais avait lancé sa propre campagne d'expansion en Asie et dans le Pacifique, alimentant sa machine de guerre avec les ressources conquises. Leur armée était disciplinée et leur sens du devoir absolu. La guerre n'était pas une option. Ils la considéraient comme faisant partie de leur destin. En juillet 1941, le Japon a occupé l'Indochine française, une action que les États-Unis ont interprétée comme une menace directe pour leurs intérêts dans la région. Déterminés à ne pas rester les bras croisés, les Américains ont pris des mesures de rétorsion,
comme des embargos commerciaux et la réduction de 90% des livraisons de pétrole au Japon. En raison de ces sanctions, ainsi que de celles imposées par les Britanniques et les Néerlandais, le commerce extérieur du Japon a vu son rythme vital ralentir, avec des battements de plus en plus sporadiques. Mais cela a-t-il poussé le Japon à se rendre ou à prendre peur? Je pense que c'est l'inverse. Le 5 novembre, l'empereur Hirohito et le gouvernement japonais décidèrent de déclarer la guerre aux États-Unis si l'embargo sur le pétrole n'était pas levé d'ici la fin du mois. Face à l'absence de réponse, 32 jours plus tard, plus précisément le 7 décembre 1941, le début de la fin commença à se dessiner. À 7h48 du matin, la flotte japonaise attaqua la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. En moins de 2 heures, des centaines d'avions japonais réduisirent en épave les cuirassés américains, provoquant 2400 morts. L'attaque a déclenché une fureur collective. En quelques jours, les États-Unis déclarèrent la guerre au Japon et l'axe Berlin-Rome-Tokyo répondit en déclarant la guerre aux États-Unis. Le conflit, qui jusque-là avait été continental, devint mondial. L'entrée des États-Unis changea les règles. Les raisons? Simples. Sa puissance industrielle, endormie depuis la Grande Dépression, fut réactivée avec une force sans précédent. Les femmes ont occupé les postes des hommes qui partaient au front. Les jeunes s'engageaient en masse et la propagande appelait à défendre la liberté, tandis que tout le pays se transformait en une immense chaîne de production de guerre. La guerre allait prendre un autre visage. C'était l'antichambre de l'enfer définitif. La Nouvelle Guerre. En 1944, les forces alliées ont débarqué en Normandie et ont commencé leur avancée vers Berlin. Mais nous pouvons accélérer cette partie de l'histoire. Le 30 avril, Hitler s'est donné la mort dans son bunker ou s'est enfui dans un pays d'Amérique du Sud. Ce n'est pas le moment d'en discuter. Ce qui nous intéresse, c'est que le 8 mai, l'Allemagne signait la reddition inconditionnelle. Cependant, sur le continent, il n'y avait plus la force de célébrer. Beaucoup restaient à reconstruire et à guérir. De plus, la guerre n'était pas encore terminée. À des milliers de kilomètres, le Japon continuait de résister. Des batailles comme Midway, Guadalcanal, Iwo Jima et Okinawa ont montré la férocité d'un ennemi qui ne se rendait pas, qui voyait dans la mort une forme d'honneur. Les kamikazes japonais étaient le symbole de ce dévouement total. Les combats étaient si acharnés que les stratèges américains, même convaincus que cette vengeance était juste, craignaient ce que signifierait envahir le territoire japonais. Ils avaient même déjà fait des calculs. L'opération Downfall, planifiée pour 1945, estimait qu'une invasion directe pouvait coûter des millions de vies. Peut-être que les militaires japonais pensaient pouvoir forcer une paix négociée, ou même user les Américains jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Nous ne le savons pas. La situation était sombre. C'est dans ce contexte, alors que la guerre semblait interminable et que le prix de la victoire se mesurait en vies humaines, que l'on commença à prendre au sérieux la terrible idée d'utiliser une arme capable de mettre fin au conflit en un instant. En fait, l'idée circulait depuis un certain temps. Tout avait commencé lorsque les Américains avaient appris que les nazis cherchaient à maîtriser l'atome. Un programme atomique? En décembre 1938, 2 scientifiques allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, réussirent à diviser le noyau de l'uranium dans leur laboratoire de Berlin. Sans vraiment le chercher, ils avaient découvert le phénomène de la fission nucléaire, le processus par lequel un atome lourd se divise en deux, libérant une quantité colossale d'énergie. La découverte fut confirmée par la physicienne Lise Meitner, exilée parce qu'elle était juive, et son neveu Otto Fritsch, qui interprétèrent correctement ce qui s'était passé. C'était la naissance de l'ère nucléaire, mais la découverte, entre les mains du Troisième Reich, prendrait une toute autre signification. Le régime nazi comprit immédiatement le potentiel militaire de ce phénomène. Si une quantité suffisante d'uranium pouvait subir une fission en chaîne, l'explosion résultante serait des milliers de fois plus puissante que celle de n'importe quelle bombe conventionnelle. En avril 1939, quelques mois avant d'envahir la Pologne, le ministère de l'Éducation du Reich réunit un groupe des meilleurs physiciens du pays. Le projet reçut le nom d'Uranverein ou le Club de l'Uranium. Parmi ses membres figurèrent des noms qui étaient déjà des légendes de la physique: Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker, Kurt Dittner et d'autres disciples du grand Niels Bohr lui-même.
Leur tâche était claire, déterminer si l'énergie de l'atome pouvait être utilisée à des fins militaires. Cependant, dès le début, le programme allemand a été confronté à de nombreux obstacles, non seulement techniques, mais aussi idéologiques et logistiques. Le régime nazi avait expulsé ou persécuté bon nombre de ses scientifiques juifs, vidant ainsi ses universités de leurs talents. Pour ne citer qu'eux, Einstein, Szilard, Bethe, Teller et des dizaines d'autres esprits brillants avaient fui l'Europe pour les États-Unis ou l'Angleterre. Malgré les progrès théoriques des scientifiques du club de l'uranium, le projet n'a jamais atteint l'échelle industrielle requise pour fabriquer une bombe. N'oublions pas que l'Allemagne subissait des blocus, un manque de ressources et des bombardements constants. L'uranium provenait de mines situées dans l'ancienne Tchécoslovaquie, mais le pays ne disposait pas d'installations adéquates pour l'enrichir. À mesure que la guerre devenait plus désespérée, les ressources étaient détournées vers la production immédiate, comme les chars, les fusées V2 et les avions à réaction. Le rêve nucléaire était relégué à des laboratoires inachevés et à des calculs théoriques qui ne bénéficiaient pas d'un suivi adéquat. Mais tout comme certains pensent qu'en expulsant ses scientifiques les plus brillants, Hitler avait semé les graines de sa défaite, d'autres mettent l'accent sur un épisode qui, plus tard, soulèverait un autre doute. Et si Heisenberg lui-même avait saboté la bombe, conscient que son utilisation pourrait signifier la fin de l'humanité, nous approfondirons cela en temps voulu. Néanmoins, pour les Alliés, la simple rumeur selon laquelle Hitler était derrière une bombe atomique suffisait à semer la panique. Les rapports des services de renseignement qui arrivaient à Londres et à Washington faisaient état de recherches avancées et de scientifiques travaillant sur des réacteurs secrets. En 1942, les États-Unis craignaient que l'Allemagne ne soit qu'à quelques mois de réaliser l'impensable, prenant ainsi de l'avance sur tout le monde. Cependant, et de façon presque paradoxale, ce seraient les mêmes exilés du régime qui allèrent faire avancer la science atomique américaine. Le physicien hongrois Leo Szilard était l'un d'entre eux. Et avec Albert Einstein, il signerait en 1939 une lettre qui allait changer le cours de l'histoire au XXe siècle. Albert Einstein avait fui l'Allemagne en 1933 après la montée du nazisme et s'était installé à Princeton, dans le New Jersey. Son visage, sa théorie de la relativité et sa défense de la paix l'avaient transformé en symbole de la pensée libre. Leo Szilard avait été l'élève d'Einstein à Berlin et était lié à lui par une vieille amitié. En 1939, Szilard lut les rapports sur les expériences de Hahn et Meitner. Il comprit avant tout le monde que cette découverte n'était pas qu'une curiosité scientifique. C'était la clé d'une réaction en chaîne capable de libérer assez d'énergie pour détruire des villes entières. Mais il comprit aussi autre chose, que si l'Allemagne y parvenait, plus rien ne pourrait l'arrêter. Szilard tenta d'avertir le gouvernement américain, mais ses appels passaient inaperçus. C'était un physicien immigré inconnu des cercles politiques. Mais Einstein, non. Il était presque une légende vivante. Un après-midi de juillet, Szilard et son collègue Eugène Bickner prirent le train pour Long Island, où Einstein passait l'été. Là, ils l'ont mis au courant de leurs craintes. L'histoire populaire raconte qu'Einstein écouta en silence, puis, aussi préoccupé qu'étonné, déclara qu'il ne savait pas qu'une telle chose était possible. Au cours de la semaine suivante, Szilard rédigea le texte d'une lettre. Einstein la relut, la signa et permit qu'elle soit envoyée au président Franklin D. Roosevelt le 2 août 1939. Dans ces lignes, il y avait un avertissement aussi direct qu'inquiétant. L'Allemagne était en train de créer un monstre. La lettre recommandait de garder un contact régulier entre le gouvernement et les physiciens travaillant sur le nucléaire aux États-Unis. Assurer l'approvisionnement en uranium, allouer des fonds pour les travaux expérimentaux et rechercher la coopération des laboratoires industriels. Au début, Roosevelt n'a pas accordé trop d'importance à la lettre. La guerre n'avait pas encore atteint les États-Unis. Mais en 1940, lorsque les rapports sur les avancées allemandes se sont multipliés et que les troupes d'Hitler progressaient en Europe, le président a ordonné une enquête officielle sur le potentiel militaire de l'uranium. C'est ainsi qu'est né le comité de l'uranium. Einstein ne s'est jamais réimpliqué activement dans la recherche. En fait, il regrettera profondément d'avoir signé cette lettre et dira avec tristesse que s'il avait su que les Allemands n'arriveraient pas à fabriquer la bombe, il n'aurait pas levé le petit doigt.
Bien que la lettre ne suggère à aucun moment la fabrication d'une bombe atomique, le scientifique déclara quelques mois avant de mourir en 1955 que ce qui s'était passé à Hiroshima était dû à une erreur de sa part, à une grande erreur de sa part. Il parlait de la lettre, mais il parlait aussi du fait que ses calculs avaient ouvert une sorte de boîte de Pandore. Quoi qu'il en soit, le cours des événements était déjà irréversible. L'avertissement d'Einstein et Szilard avait été l'étincelle nécessaire. Soudain, le destin du monde dépendait de scientifiques cachés dans des laboratoires que personne d'autre ne connaissait, travaillant jour et nuit pour construire l'arme la plus dévastatrice jamais créée par l'homme. Le projet Manhattan. En 1942, avec la désignation militaire officielle, le département de la guerre des États-Unis a créé le projet Manhattan, un effort coordonné pour transformer la théorie de la fission en une arme pratique. La grande entreprise reposait sur 3 piliers: recherche scientifique, production industrielle et contrôle militaire. À la tête de la partie militaire se trouvait le général Leslie R. Groves. Groves n'était pas un universitaire, c'était un homme à la poigne ferme, habitué à l'ingénierie à grande échelle. Il avait dirigé la construction du Pentagone. On lui a confié l'autorité absolue sur le projet: budget, sécurité, recrutement et décisions stratégiques. Groves a compris que pour gagner la course, il fallait plus que des idées brillantes. Il fallait mettre en place un réseau industriel capable de produire des matériaux, justement, en quantité industrielle. Sous son commandement, d'importantes installations ont été construites dans des lieux comme le Tennessee pour l'enrichissement, où de grandes quantités de plutonium étaient produites dans des réacteurs et des complexes de séparation chimique et de diffusion qui fonctionnaient jour et nuit. Face à Groves, et du côté scientifique, une figure complexe et magnétique a émergé. J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer était un homme de lettres et de physique, capable de lire Shakespeare et de résoudre des équations avec la même intensité. Il a été nommé directeur scientifique de Los Alamos en 1943. Sa tâche n'était pas seulement technique, il s'est consacré à rassembler un groupe d'esprits extraordinaires. Physiciens, chimistes, ingénieurs et mathématiciens devaient former une équipe fonctionnelle. Les débats étaient intenses. Quelle conception serait viable? Comment adapter les expériences à plus grande échelle? Comment résoudre les problèmes de détonation et de matériaux? Oppenheimer était le pivot qui maintenait ce laboratoire humain uni. Il savait quelles questions poser, comment équilibrer les égos et comment pousser la recherche vers des résultats concrets. L'ampleur était stupéfiante. Le projet Manhattan a mobilisé plus de 130 000 personnes et coûté environ 2 milliards de dollars de l'époque, une somme immense en 1940. Mais tout le monde ne savait pas ce qu'il faisait. Beaucoup d'opérateurs et d'ouvriers travaillaient avec des instructions fragmentées, sans comprendre la portée finale de toute l'affaire. Les problèmes d'ingénierie étaient gigantesques. L'enrichissement de l'uranium nécessitait d'immenses usines de diffusion et de centrifugation. La production de plutonium demandait des réacteurs encore non testés à grande échelle. Chaque progrès technique apportait de nouveaux défis de sécurité et de logistique. Groves, habitué à déplacer des montagnes de béton et d'acier, a également dû faire face à des dossiers égarés, des fuites d'informations et la paranoïa des espions. Parallèlement, la collaboration internationale a été très appréciée par cette équipe. Le Royaume-Uni et le Canada avaient déjà lancé leurs propres recherches et après des négociations et des accords comme l'accord de Québec, en 1943, la collaboration s'est renforcée. Les connaissances, les pièces et les scientifiques ont été partagés pour accélérer l'effort des Alliés. Cet échange a été décisif sur certains points techniques et dans la consolidation des ressources. Mais à mesure que des progrès étaient réalisés, certaines voix se sont montrées dissidentes. En 1945, certains scientifiques ont rédigé le rapport Frank, un document qui soulevait des doutes éthiques et recommandait une démonstration publique de la bombe sur une cible inhabitée. Et devant des observateurs internationaux, ils s'opposaient à son utilisation directe contre des populations. L'inquiétude gagnait les couloirs. Était-il justifié d'utiliser une arme aux effets méconnus? Une démonstration pourrait-elle forcer la reddition sans provoquer de victimes massives? Dans un champ près d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique, lors d'une aube sèche, la version expérimentale de l'arme à implosion fut déclenchée. L'essai Trinity, qui eut lieu le 16 juillet 1945, c'était une preuve plus que concrète de ce qui avait été accompli. L'explosion de cet essai avait produit une boule de feu qui, l'espace d'un instant, avait transformé la nuit en jour, tandis qu'un nuage en forme de champignon s'élevait et couvrait le ciel.
Plus tard, Oppenheimer a décrit ceux qui avaient assisté à cet essai. Il a affirmé que tous avaient compris que rien ne serait plus comme avant. Il a dit que quelques-uns ont ri, d'autres ont pleuré, et que la majorité est restée silencieuse. Pour sa part, il s'est souvenu d'un récit hindou dans lequel une divinité apparaissait au prince et lui disait « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Il expliquera tout cela dans une interview que nous vous proposerons à la fin du rapport. Dans celle-ci, on peut voir Oppenheimer le regard perdu dans le vide, dans un geste qui est aujourd'hui analysé comme l'image vivante du repentir. Et ce n'était pas pour rien. Après la confirmation de Trinity, la question n'était plus de savoir s'il pouvait construire la bombe, mais s'il devait l'utiliser et où. Alors que l'écho des explosions s'estompait en Europe, la guerre dans le Pacifique devenait un véritable bourbier sanglant. C'est alors que le président Harry S. Truman, qui avait pris ses fonctions après la mort de Roosevelt en avril, reçut un rapport secret qui allait changer le cours de la guerre. C'était la première fois qu'on lui parlait ouvertement du projet Manhattan et du véritable pouvoir de la bombe atomique. Le général Leslie Groves et le secrétaire à la guerre, Henry Stimson, lui présentèrent les conclusions. Les États-Unis avaient entre leurs mains une arme capable de détruire une ville entière en une seule détonation. Et le plus important, le Japon n'avait aucune défense possible contre cela. À partir de ce moment-là, un comité d'objectifs a été créé, chargé de définir où l'arme serait utilisée. Le groupe comprenait des militaires, des scientifiques et des stratèges. Leur mission n'était pas morale, mais tactique. Trouver les cibles les plus efficaces pour mesurer la puissance de la nouvelle bombe et provoquer le maximum d'impact psychologique. Les réunions ont eu lieu au Pentagone et à Los Alamos pendant les mois de mai et juin 1945. Les débats étaient froids et techniques. Dans les documents déclassifiés, on peut lire des phrases telles que, et je cite, « L'objectif doit avoir une importance militaire significative et être suffisamment vaste pour démontrer clairement la puissance destructrice de la bombe. » Et aussi d'autres comme « Ce doit être une zone qui n'a pas été bombardée auparavant afin de permettre d'évaluer précisément les effets. » Sur la liste initiale figuraient Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Kokura et Niigata. Kyoto, ancienne capitale impériale et centre culturel, était idéal d'un point de vue technique. Terrain plat, population dense et aucun dégât préalable. Mais lorsque le secrétaire Stimson, qui connaissait la ville pour l'avoir visitée avant la guerre, l'apprit, il intervint personnellement pour l'exclure. Il déclara que détruire Kyoto serait un crime contre la civilisation et réussit à convaincre Truman de la retirer de la liste. Ainsi, Hiroshima est passé en première position. Certains scientifiques ont continué à défendre l'idée de démontrer la puissance de cette bombe dans un endroit inhabité. Ils pensèrent que le Japon, en assistant à cela, se rendrait sans qu'il y ait de victimes, mais cette option a été écartée pour des raisons politiques et militaires. Ils craignaient que si la démonstration échouait ou n'impressionnait pas suffisamment, le Japon s'enhardisse. De plus, il y avait la pression du temps. L'armée voulait utiliser la bombe avant l'entrée attendue de l'Union soviétique dans la guerre contre le Japon. Staline avait déjà promis d'attaquer en août, et les États-Unis voulaient terminer le conflit avant que les Soviétiques ne gagnent de l'influence en Asie. Truman, après plusieurs rapports, donna l'autorisation finale. Le 25 juillet 1945, pendant que les équipages s'entraînaient et que les ingénieurs préparaient l'armement sur l'île de Tinian, le Japon ignora l'ultimatum de Potsdam émis le 26 juillet par les Alliés. Ce communiqué exigeait la reddition inconditionnelle ou la destruction immédiate et totale. Une destruction immédiate et totale qui prendrait effet le 6 août 1945, et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Les explosions. Lorsque Little Boy a été activé, le monde a semblé se fendre en deux. D'abord, il y eut l'éclair, une lueur si intense que certains témoins ont décrit comme si le ciel lui-même s'était embrasé. La lumière d'un blanc aveuglant fut suivie d'un silence absolu qui ne dura que quelques secondes. Puis, l'onde de choc commença sa marche implacable. Les bâtiments se sont effondrés, les vitres ont explosé en milliers de fragments et le sol a tremblé. Les températures à l'épicentre ont atteint plusieurs milliers de degrés Celsius, enflammant instantanément les structures en bois, les véhicules et tout ce qui était inflammable. De nombreuses personnes, seule leur ombre a survécu, projetée après avoir absorbé cette lueur mortelle.
La ville s'est transformée en un paysage de fumée, de poussière et de feu, tandis qu'une colonne en forme de champignon radioactif s'élevait vers le ciel. Traçant la silhouette d'une tempête de destruction qui marquerait à jamais la mémoire collective de l'humanité, tout avait été réduit en cendres. Des centaines de milliers de personnes innocentes ont perdu la vie et bien d'autres allaient commencer à souffrir des horribles conséquences de la radiation. Malheureusement, cela ne faisait que commencer, mais même ainsi, ce n'était pas suffisant. Le Japon refusait toujours de se rendre, peut-être en pensant que les États-Unis n'avaient pas une autre bombe. Et qu'a-t-on obtenu avec cela ? Amplifier l'horreur. 3 jours plus tard, Nagasaki allait connaître un destin similaire, mais avec des différences techniques. Le 9 août, la cible initiale était la ville de Kokura. Mais une épaisse couche de nuages qui empêchait la visibilité a sauvé ses habitants. Le bombardier B-29 Boxcar, transportant une bombe au plutonium appelée Fat Man, s'est alors dirigé vers l'objectif alternatif, Nagasaki. Là-bas, entre les collines et les chantiers navals, le destin a été scellé. Fat Man utilisait un mécanisme d'implosion qui concentrait l'énergie de manière plus uniforme, et l'histoire s'est répétée. À 11h02 le 9 août, le ciel au-dessus de Nagasaki s'est illuminé d'un éclat intense, suivi d'une onde de choc qui a brisé fenêtres et toits sur des kilomètres à la ronde. La topographie de Nagasaki, avec ses collines et ses vallées, a partiellement dispersé les effets, mais la dévastation fut tout aussi catastrophique. Les bâtiments furent pulvérisés, les incendies se propagèrent rapidement et la population civile se retrouva piégée entre les décombres et les flammes. Cet instant à Hiroshima et Nagasaki ne fut pas qu'un événement physique. Ce fut une rupture sensorielle et psychologique qui transforma la perception de la guerre, de la science et de la capacité de destruction de l'être humain. Une barrière avait été franchie. Le seuil de l'horreur avait été élargi pour le monde entier. Mais parlons d'abord des victimes elles-mêmes. Selon les estimations consensuelles des historiens et d'organisations comme l'ICANN, entre 70 000 et 80 000 personnes sont mortes instantanément à Hiroshima. À la fin de 1945, le nombre de morts est passé à environ 140 000 en tenant compte des effets des brûlures, des effondrements de bâtiments, des blessures et de l'exposition aux radiations. La tragédie de Nagasaki a eu une portée tout aussi dévastatrice, bien que légèrement moindre en raison de la géographie irrégulière, car la bombe a explosé à un endroit différent de la cible principale. Entre 40 000 et 75 000 personnes ont perdu la vie immédiatement, et à la fin de 1945, le nombre total de morts avoisinait les 74 000. La dispersion de la population, ainsi que la topographie montagneuse, a partiellement atténué la destruction, mais pas l'ampleur de la souffrance humaine. L'horreur ne s'est pas limitée à l'instant physique. Les hôpitaux, déjà surchargés et en ruine, se sont effondrés. Médecins et infirmières survivants soignaient des centaines de victimes avec très peu de ressources. Les brûlures, les fractures et les blessures internes se multipliaient, et le manque d'eau, de médicaments et d'assistance aggravait l'agonie. Les histoires individuelles s'entrelacent avec les statistiques. Chaque chiffre des décès immédiats représente un corps, un nom et un souvenir que les historiens ont tenté de préserver à travers des listes de victimes, des témoignages et des photographies. L'ampleur de la tragédie devient tangible lorsque l'on imagine les villes en ruine, le silence qui a suivi le vacarme assourdissant de l'explosion et les cris qui ont continué bien après que les bâtiments ont cessé de trembler. À Hiroshima et Nagasaki, les chiffres des victimes ne reflètent pas seulement la létalité de la technologie nucléaire, mais aussi la profondeur de la souffrance humaine. En effet, de l'horreur est né un nouveau mot, le mot japonais hibakusha, qui signifie survivant des bombes atomiques. Les blessures physiques immédiates étaient extrêmes. Des brûlures au 3e degré couvraient les bras, les jambes et les visages. L'exposition à la chaleur extrême a carbonisé la peau et les tissus. Des fragments de verre et de métal ont provoqué des lacérations profondes. Les fractures et les écrasements étaient courants, causés par la chute des bâtiments et des débris. De nombreux survivants ont décrit une sensation de brûlure intense qui parcourait tout leur corps. La combinaison du traumatisme physique et des radiations a entraîné une mortalité accélérée parmi ceux qui se trouvaient le plus près de l'épicentre, qui mouraient souvent quelques heures ou quelques jours plus tard. Mais la dévastation ne s'est pas arrêtée là. La radiation ionisante, invisible et silencieuse, est devenue un ennemi persistant.
Des personnes qui semblaient indemnes ont commencé à présenter des symptômes tels que des nausées, des vomissements, une diarrhée intense et une fatigue extrême. L'exposition à la radiation a endommagé la moelle osseuse, réduisant la production de globules rouges et blancs, ce qui rendait les patients vulnérables à des infections que les médecins pouvaient à peine contenir. Certains survivants ont développé des hémorragies spontanées ou des infections mortelles, même lorsque leurs blessures externes semblaient mineures. Les effets médicaux ont duré des décennies. L'incidence de la leucémie a augmenté de façon notable parmi les hibakusha, surtout pendant les 10 premières années après les explosions. D'autres types de cancers, comme ceux de la thyroïde, du poumon, de l'estomac et du sein, ont également augmenté parmi la population exposée. Les femmes, en particulier les femmes enceintes, ont fait face à de graves complications, fausses couches, naissances avec des malformations et problèmes de développement chez les enfants qui ont réussi à naître. Au-delà de l'aspect physique, les survivants ont porté un traumatisme psychologique et social profond. La stigmatisation associée à l'exposition aux radiations a affecté la vie familiale et communautaire. Mariage refusé, isolement de certaines personnes touchées et une peur constante des maladies invisibles. Pour comprendre et documenter ces effets, des institutions scientifiques et médicales ont été créées, comme l'Atomic Bomb Casualty Commission au Japon, puis la Fondation pour la recherche sur les effets des radiations. Ces organisations ont mené des études longitudinales sur les hibakusha, recueillant des données pendant des décennies afin de comprendre les effets de la radiation sur la santé humaine. Mais l'aube qui a suivi les explosions nucléaires n'a pas seulement marqué un avant et un après à Hiroshima et Nagasaki, mais aussi dans la politique mondiale et dans la dynamique de la Seconde Guerre mondiale. Le monde. À Washington, les nouvelles du pouvoir dévastateur de Little Boy puis de Fat Man sont arrivées accompagnées d'un sentiment ambigu, le soulagement de la fin proche de la guerre et la stupéfaction face à l'ampleur de la destruction que les scientifiques et les militaires eux-mêmes avaient déclenchée. Les dirigeants militaires et politiques japonais étaient confrontés à une évidence irréfutable. La capacité de résister à la guerre conventionnelle n'avait plus de sens face à une arme capable de détruire des villes entières. En quelques secondes, la pression interne a augmenté, non seulement à cause de la destruction d'Hiroshima et Nagasaki, mais aussi de la certitude que d'autres villes seraient les prochaines cibles. Le facteur soviétique a ajouté un élément décisif. Quelques heures seulement après le premier bombardement, l'Union soviétique a déclaré la guerre au Japon, envahissant la Mandchourie et démontrant que toute résistance future serait insoutenable. La combinaison de la dévastation nucléaire et de la pression militaire soviétique a accéléré le processus de reddition. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito annonça la capitulation, mettant fin à 6 années de guerre dans le Pacifique et à une guerre mondiale qui avait fait des dizaines de millions de morts. L'usage des armes nucléaires a suscité un débat historique et moral toujours d'actualité au niveau international. Certains historiens soutiennent que les bombes étaient nécessaires pour forcer la reddition rapide du Japon et éviter une invasion terrestre qui aurait coûté la vie à des centaines de milliers d'Américains et de Japonais. D'autres affirment que ce n'était pas le cas et que la deuxième bombe, surtout, avait pour but d'envoyer un message à l'Union soviétique en montrant la puissance militaire américaine. Le général Dwight Eisenhower lui-même, commandant suprême des Alliés en Europe, a déclaré plus tard que les bombes étaient inutiles. De plus, l'amiral William Leahy, chef d'état-major de Truman, a écrit dans ses mémoires que les bombes n'ont joué aucun rôle décisif dans la reddition japonaise. Mais d'autres soulignent que même après Nagasaki, le cabinet japonais était divisé. Il y a eu une tentative de coup d'État de la part d'officiers qui voulaient en poursuivre la guerre. Seule l'intervention de l'empereur a évité que la situation ne dégénère à nouveau. Découvrirons-nous un jour la vérité? Fat Man et Little Boy ont-ils vraiment permis d'éviter une partie de la souffrance? De nombreux participants au projet Manhattan ont aussi été confrontés à des dilemmes moraux. Ils avaient créé un instrument de destruction sans précédent, et son utilisation réelle sur des populations civiles transformait la théorie en un acte aux conséquences humaines immédiates et visibles. Les bombes ont également changé la structure géopolitique mondiale. Elles n'ont pas seulement marqué la fin d'une guerre, mais aussi le début de la guerre froide. Un moment historique rempli de tensions où les États-Unis et l'Union soviétique, qui en 1949 avaient déjà obtenu sa première bombe atomique, n'ont cessé de mesurer leur potentiel dans différents domaines, toujours sous la doctrine de la destruction mutuelle assurée. Qu'est-ce que cela signifiait?
qu'ils savaient tous les deux que s'ils utilisaient des armes de destruction massive, ils risquaient d'être anéantis eux aussi. C'était une époque où l'ombre d'un bouton rouge prêt à être pressé et à tout faire exploser alimentait toutes sortes de paranoïa. Mais qu'est-il arrivé à Hiroshima et Nagasaki dans les années qui ont suivi? Hiroshima y Nagasaki hoy. Lorsque la fumée des explosions s'est dissipée, Hiroshima et Nagasaki n'avaient pas seulement perdu une grande partie de leurs habitants et de leurs structures, mais elles faisaient aussi face à un vide physique et émotionnel. Des rues vides, des maisons détruites et la sensation que la vie telle qu'ils la connaissaient avait disparu. Cependant, des décombres est né un élan collectif de reconstruction, de mémoire et de témoignage. À Hiroshima, la reconstruction a commencé lentement. Les premiers efforts visaient à déblayer les décombres et récupérer les corps. Ensuite, une réorganisation urbaine a été planifiée afin d'équilibrer la fonctionnalité de la ville avec la préservation de certains sites emblématiques. À Nagasaki, la reconstruction a suivi une voie similaire, bien qu'avec des particularités géographiques. La ville, entourée de collines, a conservé quelques vestiges de bâtiments survivants, comme l'église d'Urakami, reconstruite par la suite comme symbole de paix. Tant à Hiroshima qu'à Nagasaki, des parcs commémoratifs et des monuments ont été créés, combinant des éléments de mémoire, d'éducation et de réflexion. Des espaces où les générations futures peuvent apprendre sans oublier. Les musées de la bombe atomique sont devenus des éléments fondamentaux de la mémoire historique de cette région du monde. À Hiroshima, le musée de la paix expose des photographies, des objets personnels de victimes, des cartes de destruction et des témoignages documentés, permettant aux visiteurs de ressentir de façon sensorielle l'impact humain de l'explosion. À Nagasaki, le musée de la bombe atomique recueille des récits de survivants, des maquettes de la ville avant et après l'attaque, ainsi que de la documentation scientifique sur les effets de la radiation. Les deux musées servent de rappel permanent de la catastrophe et de centres éducatifs sur les dangers des armes nucléaires. La santé publique actuelle des Hibakusha est un aspect fondamental de la mémoire vivante des deux villes. Malgré le passage des décennies, et comme nous l'avons dit, de nombreux survivants continuent de faire l'objet d'un suivi médical spécialisé. Des programmes gouvernementaux offrent des contrôles périodiques, des traitements pour les maladies liées à la radiation, des subventions médicales et un soutien psychologique. La Radiation Effects Research Foundation continue de documenter les effets à long terme, garantissant que les générations futures comprennent l'ampleur de l'exposition nucléaire et ses implications sur la santé. Cependant, avec le vieillissement des Hibakusha, un défi supplémentaire se pose, préserver la mémoire orale directe alors que les générations ayant vécu les bombardements disparaissent. Ce qui est arrivé à ces villes démontre que la mémoire peut coexister avec la reconstruction et le progrès. Les rues animées, les gratte-ciel, les ponts et les moyens de transport modernes n'effacent pas le souvenir de cet été 1945. Au contraire, ils l'amplifient, transformant l'expérience en un engagement collectif pour la paix. Mais d'autres, de leur côté, choisissent de vouer un culte à l'avion depuis lequel est sortie la bête qui a causé tant de désastres. Los que lanzaron la bomba. Avec une envergure de 45 mètres et recouvert d'un aluminium poli qui est presque un miroir, le Boeing B-29 Super Fortress Enola Gay est pour certains un symbole de destruction massive. Mais pour d'autres, c'est celui de l'aboutissement d'une guerre atroce qui aurait pu entraîner encore plus de chaos. Il est exposé au musée Smithsonian de l'air et de l'espace situé à Chantilly, en Virginie, en périphérie de Washington D.C. Cet immense complexe, composé de plusieurs hangars remplis d'aéronefs de toutes les époques, de navettes spatiales, de fusées et de missiles, est plus éloigné que le musée que la plupart des touristes connaissent, au centre de la capitale américaine. Lors du 50e anniversaire du largage de la bombe sur Hiroshima, il y a eu une série de polémiques. Pour certains, l'Enola ne pouvait pas être exposé par respect. Aujourd'hui encore, il compte autant de partisans que de détracteurs. Paul Warfield Tibbets Jr. était le commandant et le pilote de l'Enola Gay, et c'est lui qui l'a baptisé ainsi en l'honneur de sa mère. Enola Gay Hazard Tibbets. Après avoir accompli sa mission, Tibbets est resté dans l'armée et a eu une longue vie. Il a écrit ses mémoires et a reçu plusieurs distinctions. Il n'a jamais exprimé de remords pour son rôle dans le largage de la bombe atomique sur Hiroshima. Cependant, il n'en fut pas de même pour Claude Ederle, le pilote qui commandait le Straight Flash, l'avion d'observation. Son histoire est devenue très connue.
Claude Ederle a été démobilisé de l'armée de l'air en 1947. Sa chute fut vertigineuse. Sa vie après la guerre a suivi un schéma. Des arrestations pour des délits en mineurs, des emplois qu'il ne gardait pas longtemps, quelques hospitalisations de quelques jours pour surveiller sa santé mentale. Après ses jours à l'hôpital, Ederle sortait, trouvait un travail et le cercle recommençait. Seule la gravité des délits commis et la durée des hospitalisations augmentaient. Entre-temps, le divorce, les enfants qui ne voulaient plus le voir et 2 tentatives ratées de mettre fin à ses jours. À cette époque, sa prédication pacifiste avait commencé. Dans de nombreux endroits du monde, on racontait son histoire et on relayait ses déclarations. Il avait fait partie de l'horreur. Cela pesait sur sa conscience et il le faisait savoir au monde. Des voix officielles aux États-Unis et d'anciens compagnons du 509e corps d'opération ont tenté de minimiser l'importance et l'autorité de sa position. Ils ont soutenu que ses problèmes mentaux avaient commencé avant la guerre. D'autres ont parlé de jalousie, de recherche de notoriété, de mauvaises décisions prises par la suite qui l'ont amené à se poser en victime. Il existe de nombreuses preuves que ses contemporains étaient prêts à l'honorer pour sa participation au massacre. Mais lorsqu'il a exprimé des remords, ils se sont retournés contre lui. Au-delà de cela, au-delà de la position que l'on adopte, il est certain que certains doutes continuent encore de faire parler d'eux. Parmi eux, il y a ceux qui découlent de l'opération Epsilon. Opération Epsilon. Lorsque la guerre a pris fin, les Alliés ont organisé une opération appelée Epsilon. Dans le cadre de cette opération, ils ont capturé et confiné 10 des principaux physiciens allemands, dont Heisenberg, Hahn et Weizsäcker, dans une maison surveillée à Farm Hall, en Angleterre. Pendant 6 mois, toutes leurs conversations ont été secrètement enregistrées. Heisenberg et ses collègues, en apprenant la nouvelle d'Hiroshima à la radio, se sont montrés incrédules. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait de propagande. Puis, en comprenant ce qui s'était passé, ils sont restés silencieux. On raconte que Heisenberg a pris ses notes et après un long moment d'écriture, il a tiré des conclusions surprenantes et très proches de celles qui auraient été nécessaires pour donner l'avantage aux nazis. Cela a amené beaucoup de gens à croire depuis lors que l'homme en savait plus qu'il n'en avait jamais dit à Hitler. De leur côté, un groupe de chercheurs ayant travaillé sur le projet Manhattan a créé un bulletin de scientifiques atomiques pour alerter sur les dangers de l'énergie nucléaire et des armes de destruction massive. En 1947, ils ont mis en place le concept d'horloge de l'apocalypse pour souligner l'urgence de la situation. Il s'agit d'une idée qui dit que l'humanité se trouve à quelques minutes de minuit, où minuit signifie une chose très simple, la destruction totale de toute forme de vie. En 2025, l'horloge a avancé d'1 seconde par rapport à l'année précédente, restant à 89 secondes de minuit. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes au moment le plus proche de minuit. Jamais auparavant la situation n'a été aussi mauvaise. Selon les données de l'ONU, il existe environ 13 400 armes nucléaires dans le monde. A-t-on appris quelque chose pendant tout ce temps? Pourquoi, si nous sommes censés tant valoriser la paix, accumule-t-on ces armes? Dans quel but? Une bombe atomique explosera-t-elle à nouveau lors d'un futur conflit armé? Que peut-il se passer si cela arrive et qu'à la première explosion en succèdent d'autres, encore et encore? Sommes-nous vraiment si proches de notre extinction? Comme l'a déjà dit Einstein, je ne sais pas comment sera la 3e guerre mondiale, mais la 4e se fera avec des pierres et des lances. Qu'en pensez-vous? Il est clair que l'expérience d'Hiroshima et de Nagasaki nous a lancés dans une course contre la montre. Et il est tout aussi clair que nous ne pouvons pas assurer que nous en sortirons victorieux. Nous savions que le monde ne serait plus le même. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu Le même. persuade the prince that Il devrait faire ses devoirs and et l'impressionner. Il prend sa forme à plusieurs bras form et dit « Maintenant je suis la mort, le destructeur des mondes. » we all thought that.
one way or another.